T'as généré combien de chiffre d'affaires actuellement avec ta marque 1 an et demi plus tard? On doit être un peu plus de 2 millions de chiffre d'affaires en euros. Toi qui travailles dans une banque, tu gagnais entre 7 et 8 000 euros par mois avec ton travail. Tu étais vraiment dans une position confortable et tout d'un coup d'avoir ton truc à toi. C'est quoi la différence un peu J'avais aucune idée de ce que c'était. Moi, le business en ligne, je voyais ces gens, ces entrepreneurs, je me disais, bon, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, ça a l'air hyper facile. Il y a ce truc où tu te dis, en fait, je sais tellement pas par où commencer. Il y a beaucoup de gens qui sont en fait terrifiés par le fait de commencer quelque chose et d'échouer. Moi, ce que je trouve dingue avec le business, c'est que en fait, ça te met directement face à toi-même. T'as pas un chef, t'as pas quelqu'un sur qui tu peux dire ah c'est sa faute ou c'est sa faute. C'est toi face à toi-même. Il faut de la discipline. Et moi, tu m'as beaucoup appris la discipline. C'est vrai que c'est très compliqué quand même. Il y a eu pas mal de moments où j'ai énormément douté et genre je voulais laisser tomber. Et je pense qu'on s'est aussi soutenu beaucoup grâce à ça. Et puis c'est vrai que d'avoir un associé aussi, ça aide énormément. Pour toi, en fait, c'est quoi les éléments importants qui ont fait que ta marque puisse faire autant de chiffre d'affaires? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo très très spéciale pour moi parce qu'aujourd'hui, on va recevoir Armella. Armella, c'est ma femme, mais c'est aussi la personne pour qui j'ai créé l'accompagnement e-com7. Je trouve qu'on voit beaucoup d'hommes dans le milieu qui font beaucoup d'argent e-commerce, qui vivent du e-commerce sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est rare en fait de voir des femmes qui se débrouillent, qui créent leur marque, qui vivent du e-commerce. Et voilà maintenant 1 an et demi qu'elle a créé sa marque. Et du coup, je trouvais super intéressant de la faire venir sur la chaîne pour qu'elle puisse nous parler de son parcours, de sa vision du e-commerce et du business en général. Donc voilà, hello Armella, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va bien, ça va bien. Est-ce que tu arrives à te présenter un peu en quelques mots pour l'audience? Du coup, moi, c'est Armella. Pour expliquer un petit peu mon parcours, j'ai commencé le e-commerce il y a 1 an et demi. Avant ça, j'avais fait toutes mes études en Suisse. Donc, j'ai fait mon gymnase, j'ai fait mes études universitaires, j'ai fait HEC, un bachelor, un master en management. Donc, c'est vrai qu'il y avait plein de notions liées au e-commerce que j'avais déjà vu un peu en cours. Mais c'est quelque chose que je n'avais pas forcément expérimenté. J'avais un petit peu vu la trend du dropshipping en 2019, sauf erreur. Voilà, j'avais voulu un petit peu me lancer, etc. Mais finalement, ça n'a jamais vraiment abouti. Et par la suite, j'ai commencé à travailler en banque. J'ai fait 2 années en banque. Et puis, je t'avais rencontré entre-temps. Et là, c'est vrai qu'on s'est dit, il y a un moment donné, il faut prendre des bonnes décisions. Et ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai démissionné. J'ai tout quitté. Et on est parti à Dubaï et on s'est lancé en e-commerce. Et moi, j'ai appris le e-commerce de A à Z. Et là, maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on fait ça ensemble et que j'ai développé la marque, que tu m'as relativement quand même beaucoup aidé. Et puis voilà. Ok, c'est génial. Et juste, parce que c'est quelque chose évidemment qui intéresse toujours les gens, tu as généré combien de chiffre d'affaires actuellement avec ta marque 1 an et demi plus tard? Alors, on doit être un peu plus de 2 millions de chiffre d'affaires en euros. Ok, excellent, c'est incroyable. Bravo à toi. Enfin, je vais te poser plein de questions, mais évidemment, moi, j'ai participé à tout le parcours parce que vraiment, j'ai vu les débuts jusqu'à maintenant, etc. Tout ce qu'on a vécu au niveau de cette marque. Tu as vraiment pris les choses en main et c'était incroyable. Mais on va essayer, en fait, de revenir un peu sur ton parcours pour que les gens, en fait, simplement, ils comprennent de où tu viens et de jusqu'à où tu as pu aller et où tu iras ensuite par la suite. Donc, ma première question, c'est quand est-ce que tu as vraiment genre senti, eu tes premiers, on va dire tes premiers émois pour le monde de l'entrepreneuriat où tu t'es dit: «OK, ça peut être intéressant de créer une entreprise». Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé? Est-ce qu'avant de me rencontrer, pas forcément? Comment tu te situais par rapport à ça? C'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu cette envie d'avoir mon propre business. C'est vrai qu'au début, quand on commence, quand on y réfléchit, c'est difficile de se dire, en fait, quel est mon business qui me correspond. Déjà petite, je savais que j'avais envie d'avoir plein d'argent, je savais que j'avais envie de développer quelque chose d'important, d'intéressant. Ça s'est manifesté, un peu plus tard quand, je me suis lancée dans les cils. J'ai fait, quelque temps les cils et cetera, mais en fait, c'est pas quelque chose qui me plaisait et puis c'était pas forcément quelque chose qu'on pouvait, scaler, on va dire, à l'infini. Donc on était très limité. En plus, je travaillais aussi à côté, donc j'avais à la fois les cils plus, le travail à côté à la banque. Donc il fallait en fait, fallait faire les 2. C'était énormément de travail et c'est après que je me suis dit: «Bon, il faut que je fasse quelque chose d'autre». Et puis, je pense aussi ma rencontre avec toi, ça m'a aussi, permis d'ouvrir les yeux et puis je pense que c'est aussi, on s'est pas rencontrés pour rien et que ça a évidemment, beaucoup influencé, cette décision. C'est clair, c'est clair. Et toi, tu dirais ta vision, de faire du business en potentiellement avant parce que si je pose cette question, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire du business, qui veulent Mmh. se lancer.
mais qui forcément des fois un peu idéalisent ce que c'est de faire du business. Donc ils ont une vision de ce que ça devrait être ou de ce que ça doit être de faire du business. Et ensuite de ça, tout d'un coup, on passe le pas et puis on se retrouve à vraiment faire du business. Et du coup, tu dirais que c'est quoi la différence entre ce que tu pensais que c'était avant de te lancer et maintenant quand tu es dedans? Est-ce qu'il y a des différences, des choses que tu n'imaginais pas, des choses que, voilà, des choses un peu que tu pourrais partager? C'est complètement différent. Déjà, moi, initialement, j'avais pensé à un business physique. J'avais pas forcément pensé à un business, en ligne. Un business physique, c'est très tangible, tu arrives te faire forcément une idée, tu te dis: «Ben, je sais pas, peut-être c'est un café, peut-être c'est un resto, peut-être c'est un magasin, peut-être que c'est ci ou ça». Donc tu arrives en fait à te matérialiser la chose. Mais quand c'est un business en ligne, c'est quelque chose de complètement différent et c'est vrai qu'en fait, j'avais aucune idée de ce que c'était. Moi, le business en ligne, je voyais ces gens, ces entrepreneurs, je me disais: «Bon, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, ça a l'air hyper facile». Et puis, en fait, ça a l'air hyper facile, mais il y a ce truc où tu te dis: «Mais en fait, je sais tellement pas par où commencer que, c'est ça, en fait, qui fait peur, c'est ça qui fait paniquer» et je pense que c'est ça qui met des limites, en fait, aux gens, à se lancer. Ouais, je comprends. Puis surtout maintenant aussi, il y a énormément de choses. On voit tout et n'importe quoi. Donc c'est clair que quand on est dans cet océan Ouais. d'avis, d'identification, où il y a des gens qui montrent tout ce qu'ils ont, et puis en fait, on se demande comment ils font, etc. C'est clair que ça doit mettre un peu comment dire, des fois, ça peut mettre une barrière, en fait, simplement à Et puis, c'est l'entrée. surtout que ils expliquent rien, en fait, de ce qu'ils font concrètement dans le business. Ils expliquent juste un petit peu la façade, on va dire. Donc on va montrer les belles choses. Ils sont là dans leur avion avec l'ordinateur. On montre que les trucs sympas, Ouais, quand ils sont dans des endroits paradisiaques, mais il y a pas, en fait, tout ce qu'il y a derrière. ouais. Et en fait, c'est une vraie entreprise, il y a tellement de choses à faire et on se rend pas compte. J'aurais jamais pensé que j'allais toucher à autant de choses différentes, en fait, en me lançant dans l'e-commerce. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, au niveau du parcours dans le e-commerce, en fait, tu as commencé comment? En fait, tu as commencé par où? Heu, Qu'est-ce qui a fait que potentiellement la première fois, ça avait pas marché et qu'ensuite tu as arrêté pendant longtemps et qu'après, tu as recommencé et ça a marché? Tu dirais en fait, pour partager ça avec un peu peut-être avec les gens, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui ont essayé le e-commerce une fois, 2 fois, ça a pas Mmh. marché. Toi, ça a pas marché et puis tout d'un coup, ça a marché. Ouais. Est-ce que tu arriverais à expliquer aux gens les clés, les déclics, les choses qui se sont passées, en fait? Je pense vraiment la chose principale qui fait que ça a pas abouti quand j'ai commencé il y a quelques années, je pense c'est le fait de me dire qu'il y a des limites et en fait que ça allait pas marcher. Et en fait, j'ai peur de l'échec et Mmh. je pense que c'est ça qui m'a bloquée en fait à l'époque. D'autant plus que j'étais aux études, j'avais mes exas, enfin j'avais toujours plein de trucs et puis en fait, c'est pas le truc auquel je pense quand j'ai 25 ans, 20-25 ans. Mmh. Tu as envie de profiter, tu as envie de faire la fête, mais il y a aucun moment où tu te dis que vas-y, il faut que je commence à penser à mon futur et cetera. Et puis pour moi, c'était un peu la voie facile de faire mes études. Et du coup, j'ai un peu mis ça de côté en me disant que c'était quelque chose qui allait pas marcher. C'était que pour ceux qui avaient de la chance ou ceux qui avaient, Mmh. je sais pas, par exemple, un capital initial énorme. Mmh. Et en fait, c'est pas du tout ça. Je pense que la chose qui fait que tu réussis en e-commerce ou pas, c'est déjà, d'être bien accompagné. Donc d'avoir une vraie formation qui est complète, qui explique vraiment tous les tenants et aboutissants du e-commerce. La deuxième chose, c'est en fait d'avoir de la motivation, donc tout ce qui est dans la tête. Il faut être motivé et il faut avoir un objectif et savoir en fait où tu vas, sinon tu vas jamais continuer. Et la troisième chose, je dirais juste que c'est en fait l'envie. Ouais. L'envie de le faire et pas, mais pas pour l'argent, l'envie de le faire parce que tu as envie de développer ton propre truc. Et puis, ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est tu as dit: «J'avais peur de l'échec», Mhm. et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont, en fait, terrifiés par Ouais. le fait de commencer quelque chose et d'échouer. Et des fois, on a souvent eu cette discussion ensemble parce qu'évidemment, moi, ce que je trouve dingue avec le business, c'est que en fait, ça te met directement face à toi-même. Ça veut dire que tu as pas de subterfuge. Ça veut dire que tu as pas un chef, tu as pas quelqu'un sur qui tu peux dire: «Ah, c'est sa faute» ou «C'est sa faute». C'est toi face à toi-même. Et en fait, souvent, des fois, on avait des discussions et puis on se disait: «Mais est-ce qu'on se donne vraiment à fond? Est-ce Mhm. que là, tu es vraiment en train de te donner à fond pour ce que tu fais?» Et en fait, on analysait et on se disait: «Mais c'est fou parce que des fois, tu te donnes à 80%, 90%, et en fait, les 10% restants où tu te donnes pas à fond, à fond, à fond, c'est comme une espèce de marge de manœuvre que tu te dis: «Bon, si ça marche pas, C'est à au cause de moins, ces ça 10%. ça veut dire que je me suis pas donné 100%, donc voilà, ça me remet pas trop en question». Et je trouve que cette peur de l'échec-là, en fait, on devrait la whip in et en être fier des Mm. des échecs et pouvoir parler, avec les gens autour de nous, de nos échecs. Et par exemple, tu vois, aux États-Unis, ils ont 10 fois plus de charisme et de mérite aux yeux des gens qu'en France ou en Suisse, Mhm. où genre ici tu fais faillite, on te tourne le dos.
t'es foutu, t'es un peu la risée de tout le monde, tu vois. Et je trouve que c'est super intéressant. Et du coup, ça t'a fait quoi, en fait, de passer de ce moment-là où, bah voilà, t'avais jamais vraiment fait de business, t'avais jamais vraiment généré ton propre argent toi-même, donc tu travailles, tu gagnais un très bon salaire, mais c'était, on va dire, dans une entreprise que tu travaillais, à tout d'un coup commencer à comprendre que bah, tu peux faire des ventes, que ça tombe tous les jours, que ça augmente, que quel effet ça t'a fait en fait? Déjà, pour revenir à ce que tu as dit avant, c'est vrai qu'il faut de la discipline. Et moi, tu m'as beaucoup appris la discipline. Tu es ton propre chef. C'est toi qui t'autogères. Moi, je pense que c'est aussi là que j'avais de la difficulté. Ce qui me faisait peur, c'était que j'avais pas envie de commencer les choses tant qu'elles n'étaient pas parfaites. Mmh. Ça, c'était vraiment ma problématique. Quand tu es à l'uni et que tu fais tes études, bah, en fait, tu as ton examen, hop, tu le réussis pas. Si tu le réussis pas, tu fais un rattrapage, ainsi de suite. Et en fait, c'est hyper clair. Là, le e-commerce, en fait, ça peut pas être parfait, en fait, dès le début. Et moi, c'est quelque chose, j'avais vraiment de la peine. J'avais vraiment de la difficulté au début, de me dire: «Bon, il faut qu'en fait, j'avance, je fais les choses, même si c'est imparfait et en fait, au fur et à mesure, j'améliore». Et tu te rappelles que j'avais beaucoup de difficultés avec ça et je disais: «Mais d'un côté, on prend des vidéos», enfin bref, il y avait plein de questionnements et en fait, avec le temps, bah, toi, tu m'as quand même beaucoup encouragée, tu m'as quand même beaucoup poussée à le faire. Et puis après, ben, j'ai commencé à faire ma recherche produit. J'avais lancé un produit, 2 produits, 3 produits, ça a pas trop marché, il y avait eu quelques ventes, mais rien Mmh. d'exceptionnel. Et finalement, j'avais découvert un autre produit que j'avais lancé et là, finalement, ça avait bien pris. Et en fait, c'est une sensation, mais c'est lunaire la sensation que tu ressens Mmh. au début, la première vente. Tu es tellement content, mais là, tu vois que tu passes en bénéfice, chaque jour, tu vois que tu te fais un petit peu d'argent et tout et c'est hyper gratifiant, tu te sens vraiment fier et puis, en fait, tu as envie de continuer là-dedans. À fond, à fond. Et toi qui travailles dans une banque, qui travaillait quand même, on va dire dans une entreprise assez prestigieuse, c'est-à-dire que Mmh. les gens font des longues études pour travailler dans ce genre d'endroit. Pour être à ce genre de poste quand même, tu gagnais, bah, je vais le dire pour que l'audience soit au courant, tu gagnais entre 7 et 8 000 € par mois, avec ton travail. Donc c'est-à-dire que tu étais vraiment dans une position confortable et que tu as vraiment, décidé, si on veut de quitter, ce travail-là. Tu dirais au niveau de ta façon de travailler, il y a quoi qui a changé entre avant où tu travaillais comme quand même dans une grande entreprise qui était quand même très exigeante avec toi et tout d'un coup d'avoir ton truc à toi? C'est quoi la différence un peu, que tu pourrais nous expliquer? Ce qui change en gros entre travailler dans une entreprise à haut niveau et avoir sa propre, Mmh. entreprise? Je dirais que la différence principale, c'est vraiment, la discipline. Enfin, c'est la gestion. Quand j'étais dans une entreprise, on me disait ce que je devais faire, et puis je le faisais et puis après, ben, parfois, il fallait aussi un petit peu tâtonner, il fallait aussi chercher les réponses. Mais, mais là, vraiment, l'e-commerce, tu es livré à toi-même et puis c'est pour ça que j'ai parlé d'avoir un bon accompagnement parce qu'en fait, si tu as des questions, bah, tu as toujours le formateur qui peut t'aider. Mais je pense que c'était ça la difficulté, c'était de trouver, en fait, des nouvelles idées. C'était pas une difficulté, mais c'est un challenge et en fait, il Mmh. faut se creuser la tête, faut trouver des nouvelles idées, faut, développer un nouveau produit, il faut développer une nouvelle gamme, il faut, développer un nouveau marché et cetera et en fait, c'est ça qui est hyper stimulant et hyper intéressant et qui diffère totalement de travailler dans une entreprise où, ben, en fait, tu sais que du lundi au vendredi, tu vas faire la même chose et qu'en fait, tu vas juste espérer avoir ta promotion à la fin du semestre, à la fin de l'année, une augmentation, et cetera. Mais finalement, ça va rien changer en termes de travail, enfin, de ce que tu fais, de ce que tu réalises tous les jours. Et en fait, tu bâtis rien Mmh. concrètement quand tu Mmh. travailles dans une entreprise, bah, si ce n'est ton deuxième pilier et ton troisième pilier. Ouais. Mais en soi, quand tu fais du e-commerce, tu bâtis vraiment une entreprise, tu bâtis un empire et c'est la tienne. Mmh. Donc c'est ça, en fait, qui change tout. C'est ça aussi, ça veut dire que vraiment, en fait, on a tous 24 heures dans une journée, comme j'aime bien dire. Puis c'est vrai que déjà, quand tu vas dans une entreprise et que tu passes 6 heures, 7 heures, 8 heures au bureau à devoir faire des choses pour quelqu'un d'autre, pour une Mhm. entreprise qui n'est pas la tienne, et ben des fois, tu peux sentir aussi un manque de sens, en fait, dans ce que tu fais. Et un manque de motivation. Ouais, Ouais. Non, ok, genre. clairement. Bah, tu travailles du lundi au vendredi, t'attends juste le vendredi Mm, et le dimanche, t'es en mode: «Oh non, je mm, vais commencer le lundi, quoi». Donc ça aussi, ça a beaucoup changé. Alors, certes, on travaille, beaucoup plus maintenant, mhm. bah, du lundi au dimanche, hein, mais c'est pour soi et en fait, c'est ça aussi qui est incroyable. Ouais, c'est ça. Et puis, ça nous a permis aussi, et ça, c'était ma prochaine question, c'est qu'en fait, ce e-commerce, ça nous a permis aussi de voyager beaucoup Mmh. pendant toute l'année, enfin, mi-2024 et tout 2025. On a vécu dans différents endroits. On a fait quoi? On a fait Dubaï, on a fait Bali pendant un long moment.
Euh, on a fait aussi la Thaïlande. Thaïlande, etc. Mhm. Toi, cette façon de voyager-là, ça t'a fait quoi? Parce que tu vois, enfin, je pense que des gens qui veulent se lancer dans le business en ligne, il y a Mhm. beaucoup ce truc d'idéalisation, de je vais pouvoir voyager comme je veux, vivre où je veux, etc. Toi qui es passé, entre guillemets, de pas vraiment pouvoir le faire parce que tu étais quand même obligé d'être dans la ville où tu travaillais, à tout d'un coup pouvoir en fait, partir où tu veux, quand tu veux, etc. Ça t'a fait quoi comme effet? En fait, t'as réalisé, t'as pas réalisé? Si tu peux nous expliquer un peu le sentiment que Ben, ça fait. t'as tes 5 semaines de vacances quand t'es employé. C'est trop cool parce qu'en fait, tu pars tes 5 semaines de vacances, t'es libre. Hop, tu fais ton voyage. Tu dépenses tout ce que t'as gagné dans ton salaire. Terminé. Ce qui est bien avec le e-commerce, c'est que ça nous a permis de voyager. Alors, en fait, tu voyages, mais tu dois quand même travailler, évidemment. C'est pas des vacances. Mais de pouvoir vivre dans un endroit qui est une destination de vacances, en fait, ça change tout. Mm. C'est hyper motivant. Bali, on a quand même super profité. On bossait quand même tous les jours. Mais voilà, le soir, tu veux te faire un petit resto, tu veux te faire une petite soirée. Enfin, ça ne nous empêche pas de le faire. Et en fait, tu es dans un cadre, genre, idyllique. C'est les vacances. Et en fait, c'est ça qui est génial. Ouais, 100%. Et surtout, en fait, le fait de pouvoir voyager un peu dans différents endroits, ça nous a permis aussi de rencontrer énormément de gens qui font du business. Pas du tout forcément, enfin, pas forcément le même que le nôtre, hein, mais ça nous a permis de rencontrer quand même pas mal de gens. Ça ouvre à fond l'esprit. Et franchement, c'est tout bénef. Hein. Enfin, pour moi, c'est aussi ça que j'appelle la loi de l'attraction. Mhm. C'est qu'en fait, quand tu es dans une énergie, quand tu es dans un mood, donc faire du business, Ouais. t'attires à toi des gens qui sont dans le même mood et qui font aussi du business. Et c'est vrai que on peut avoir des fois son groupe d'amis d'enfance qui ont certains idéaux, qui partagent certaines opinions, Mhm. qu'on a des fois partagées d'une façon ou d'une autre, qui a encore certaines parties de nous-mêmes qui partagent. Mais après, le fait de tout d'un coup voyager, se confronter en fait à d'autres réalités, des gens qui vivent différemment, qui ont d'autres idéaux, qui ont d'autres façons de vivre, et ben en fait, tout d'un coup, ça commence à débloquer aussi des choses dans notre Ouais. tête et ça devient normal, quoi. Surtout en termes de résultats. Parce que c'est vrai que quand on a commencé, quand on est parti à Dubaï et que on avait j'avais des petits résultats en vrai. Mm. J'avais des petits résultats, c'était quelques centaines d'euros par jour. Pour moi, c'était énorme. J'étais tellement content, je me disais, waouh, je gagne 100 balles par jour, je suis la reine du pétrole. Mm. Et en fait, le temps passe, tu scales, t'augmentes, les 100 ils deviennent 1000, et ainsi de suite. Et en fait, et après, t'es trop content parce que tu gagnes 1000 balles par jour. Et après, tu rencontres des gens qui en font 10 par Ouais, jour. Tu rencontres des gens qui en font 20 par jour. Et tu te dis, mais en fait, il y a tellement pas de limite. Et c'est ça aussi qui motive à aller encore plus loin. Et je pense rester dans un endroit où tu as grandi, je pense que c'est là aussi la difficulté, d'enlever tes barrières tout seul. Parce qu'à mon avis, je pense que c'est très compliqué d'enlever ces barrières tout seul et de se dire que tu peux décupler en fait tes chiffres. c'est clair, c'est clair. En fait, en termes de petits résultats, parce que tu disais qu'au début, tu as eu des petits résultats, puis ensuite, ça a augmenté, tu dirais que c'est à partir de quand un peu que tu as eu tes premiers résultats et qu'est-ce qui a fait que, si tu peux nous expliquer un peu les étapes de comment tu es passé en fait d'un produit, on va dire en marque blanche de dropshipping, à tout d'un coup en fait créer ta marque Mhm. et petit à petit maintenant avoir en fait une marque qui est 100% à toi et qui t'appartient à 100%. Tu peux nous expliquer un peu le process en termes de mindset aussi, comment tu as vu les choses et juste en fait peut-être ça peut inspirer aussi des gens à se lancer simplement dans Mhm. le business. Il y a deux aspects. Comme tu dis, il y a l'aspect un peu mindset que j'avais pas du tout au début. Et c'est là où vraiment tu m'as beaucoup aidé. L'aspect technique aussi, bien sûr, j'avais pas forcément les compétences. Tu m'expliquais quand même beaucoup de choses. J'avais aussi d'autres formations. Je regardais aussi des vidéos d'autres formateurs. Et franchement, les résultats, ils sont venus quand même assez rapidement. Mais parce qu'aussi, on s'est mis dans une situation où c'était un peu un qui tout double. Moi, je venais de démissionner. Alors oui, on avait économisé quand même un petit peu d'argent, etc. pour partir. Mais en fait, c'était un qui tout double. Donc en fait, on n'avait pas le choix de réussir ou pas. Et c'était soit on continuait, on réussissait, ou soit ça marchait pas. Et puis, on rentrait à la maison en Suisse, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui a fait que ça m'a poussé à continuer. Et comment ça s'est passé? Premier produit, voilà, ça marche pas, t'essayes, tu fais ta page produit, etc. Tu l'as fait un petit peu brouillon, en plus, parce que tu sais pas vraiment encore vraiment qu'est-ce qui fait que les clients achètent ou pas. Deuxième produit, tu comprends un petit peu plus, tu regardes aussi les concurrents, etc. Enfin, tu commences gentiment un petit peu à comprendre. Et puis après, je pense que voilà, il te faut 1, 2, 3 produits d'essai. Bon, tu peux très bien réussir du premier coup, hein. Mm. Mais je pense qu'il faut quand même peut-être 1, 2, 3 produits d'essai. Et puis après, finalement, j'ai trouvé cet autre produit. Mm. Ça tombait bien aussi parce que c'était quelque chose qui me correspondait aussi. Enfin, Mm. c'était quand même un domaine que j'apprécie. C'est le domaine de la beauté. Voilà.
toute façon, les gens, s'ils creusent un peu, ils pourront Ben, trouver bien assez sûr, facilement. oui. Donc, je pense on peut en parler assez ouvertement de toute façon. Donc, c'est des produits pour les cheveux. Donc, c'était quelque chose aussi qui me touchait particulièrement. Donc ça, je pense que ça a facilité aussi le développement de cette marque. Comment j'ai commencé c'était en marque blanche. Au début, c'est un peu compliqué de vendre un produit qui n'est pas forcément le tien. Mais c'est aussi là toute la clé de la réussite, on va dire. C'est qu'il faut vendre un produit qui n'est pas le tien. Au début, c'est pas ton produit. Tu le vends, c'est une autre marque. Et voilà, plus tu gagnes de l'argent, plus tu fais du bénéfice sur ce produit et plus tu peux le développer. Donc, c'est vrai que c'est la première chose que j'ai faite, ça a été de créer en fait ma propre marque. Et je pensais que c'était hyper compliqué, mais en fait, finalement, c'était quand même assez fluide. Aussi d'être avec les bonnes personnes et d'avoir les bons contacts. Je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça, de créer vraiment sa propre marque. Et en fait, on se rend compte, plus on avance, plus les choses en fait sont quand même assez accessibles. C'est juste que il faut creuser et il faut en fait se dépasser pour atteindre ses objectifs. Je pense de toute façon, tester un produit, il faut toujours tester le marché, comme on dit. Donc, on vend toujours le produit d'abord avec le moins de risques possible. Et puis, après coup, moi, en tout cas, c'est ma mentalité. C'est ça que j'essaie de transmettre aux gens et que j'ai aussi essayé de te transmettre d'une certaine façon et que tu as fait extrêmement bien. C'est dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a du potentiel, on va mettre de l'énergie dessus et puis on va essayer de l'améliorer, on va essayer de se diversifier par rapport à la concurrence. Et je pense que c'est ça aussi qui fait une grande partie de ta réussite. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui peuvent vendre des produits qui sont, on va dire, pareils que les tiens, mais personne ne pourra avoir ton produit, personne ne pourra avoir ton branding. Ouais. Et ça, déjà, ça fait toute la différence. Oui, et il y a aussi une autre chose, c'est la rapidité d'exécution. Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, je comprenais pas. Je procrastine quand même pas mal. Et c'est vrai que toi, tu as toujours mis l'accent sur la rapidité d'exécution. Et c'est hyper important parce que quand tu as trouvé le bon produit au bon moment, c'est maintenant qu'il faut faire et c'est maintenant qu'il faut trouver en fait des nouvelles idées, il faut développer, etc. Tu peux pas attendre 1, 2, 3 mois en fait, le temps que tu réfléchisses bien, un nouveau truc. Non, faut y aller. Et puis soit ça marche pas, ou ça marche moins bien, et puis tu trouveras autre chose et tu continues. Ouais, c'est ça, et moi je réalise ça aussi, qu'à force d'accompagner des gens, je me rends compte que les gens qui, on va dire, sont le plus à, je vais être un peu vulgaire, mais fermer leur gueule et faire ce qu'on leur dit au début, sans remettre en question, sans procrastiner, tu sais, c'est comme quand tu devais réviser à l'époque pour tes examens ou pour, je sais pas, tes cours quand on était à l'école. Puis en fait, tu étais chez toi comme ça et puis tout d'un coup, tu commençais à ranger ta chambre. Tu fais tout. Tu vois, parce Tu qu'en fais fait, tout sauf réviser. c'est ça, tu vois, en fait, ranger ta chambre, c'était plus cool que réviser. Donc, en fait, c'était le truc trop nul. Mais vu que tu pouvais pas sortir, tu pouvais rien faire, tu étais obligé de rester à la maison parce qu'il y avait ta mère tu fais d'autres trucs. Tu fais d'autres trucs et en fait, tu fais tout. Et puis attends, c'est surtout qu'après, là, tu fais rien parce que tes examens, ils sont dans quelques semaines, donc tu as encore le temps de réviser. Puis en fait, quand il te reste une semaine, c'est là où tu charbonnes comme un malade. Mais en fait, dans le business, t'as pas ce truc de l'examen. Donc, en fait, il n'y a pas ce coup de stress où d'un coup, tu vas dire « Ok, je donne tout maintenant. » Et c'est toi qui dois le créer, en fait. C'est ça la différence. Exactement. Et ça, c'est vraiment tout. C'est tout ce qui touche au mindset. Et ça, c'est là où tu m'as beaucoup aidé. Mais après, en vrai, le fait qu'il y ait des ventes et que tu vois que ça commence à fonctionner, il y a aussi un truc qui est méga excitant. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a aussi une énergie qui vient. Et tout d'un coup, tu as envie, les ambitions, elles montent, l'espoir, il monte, tout monte. Et en fait... je pense que les heures de travail passent aussi beaucoup plus vite et ont beaucoup plus de sens. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, finalement, quand on voit les gens qui commencent une formation, ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, la différence, c'est quand même ceux qui vont jusqu'au bout. Comme tu as dit, ceux qui exécutent direct et qui font. Et en fait, ceux qui réussissent pas, c'est tout simplement ceux qui se lancent pas, en fait. C'est ça. Parce que c'est même pas une question de j'ai pas trouvé le produit ou j'ai pas trouvé ci ou ça. C'est juste que les gens, ils vont pas au bout. C'est ça. Et en fait, c'est ça, il faut aller au bout. Après, c'est pas facile non plus, tu vois, parce que quand tu bosses déjà 7-8 heures par jour, tu as la famille, tu as les trajets, tu rentres à la maison, tu es fatigué, etc. Donc, c'est vrai que, en fait, quand tu es embarqué dans ce flot de vie qui est métro, boulot, dodo, etc., pour s'en sortir, il faut vraiment avoir une force puissante et se dire, OK, avoir une vraie vision et savoir ce qu'on veut et être surtout très optimiste. Toi, je pense aussi, une de tes forces, c'est que tu es une Sagittaire de l'enfer et que tu es très optimiste. C'est, quoi qu'il arrive, en fait, même moi, des fois, je suis quelqu'un qui peut souvent être un peu stressé, anxieux,
presque paniquer dans certaines situations où je veux que ça se passe comme je veux. Si j'ai pas les réponses que je veux à tel moment, ça m'énerve, ça me prend la tête, voilà, j'ai ce truc un peu. Et toi, tu vas beaucoup plus être confiante envers la vie, chill un peu. Et, et je pense que c'est une force, ça aussi, tu vois, parce qu'en fait, à être trop là, à remettre en question, à penser, à réfléchir, à se dire oui, mais peut-être que, et puis se faire plein de chemins dans sa tête, en fait, c'est comme quand tu vas ranger tes chaussettes au lieu de bosser Ouais. sur tes exas, tu vois. Et voilà, c'est un peu un parallèle douteux, mais je pense Oui, que, mais c'est vrai, faut pas être non plus trop averse au risque, on va dire. ouais, c'est ça. J'avais pas peur de perdre de l'argent, on va dire. Mm. Alors, j'avais peur de l'échec, certes, mais j'avais pas peur de perdre de l'argent. Pour moi, c'était, voilà, on se lançait. Si ça marchait, ben, tant mieux. Et si ça marchait pas, ben, c'est pas une tragédie, quoi. Et puis, pour moi, si ben, ça marchait pas, on pouvait ensuite recommencer, etc. Et puis, Donc, tu as pris les choses assez chill, en voulant que ça fonctionne, mais sans non plus te faire un sang d'encre. Tu as juste, comme on dit, bah, ça reste. trust the process. Ouais, trust the process, mais après, bon, ça restait quand même qui tout double, hein. Ouais, non, mais c'est clair. Non, c'est clair. Ouais. C'est clair. Et Mais bon, après, dans la vie, on n'a rien sans rien. Et puis, si tu prends pas de risque, ben, tu vas pas aller bien loin. c'est ça. C'est clair que c'est important d'avoir de la confiance, etc. Et puis souvent, quand on fait des podcasts ou des interviews comme ça, des fois, on a tendance à mettre les bons côtés en avant, etc. Est-ce que toi, il y a des moments genre où tu as douté, où des fois, ça a été dur, genre, je sais pas si tu peux nous parler de certains moments du business où, voilà, je sais pas, tu as dû te remettre en question, aller creuser en toi-même dans des endroits où tu n'avais pas l'habitude. Comment Mhm. ça s'est passé un peu? Ben, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tu montres toujours que le positif. Mais en fait, c'est vrai que c'est très compliqué quand même. Il y a eu pas mal de moments où j'ai énormément douté et genre, je voulais laisser tomber. Et je pense qu'on s'est aussi soutenu beaucoup grâce à ça. Et puis, ben, c'est vrai que d'avoir un associé aussi, ça aide énormément. Mais oui, il y a eu beaucoup de moments de doute où quand tu vois les chiffres baisser, ben, tu commences à paniquer. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça marche plus? J'ai plus le truc. Mon produit, il marche plus. Enfin bref, tu te poses plein de questions, tu te remets en question, tu te réfléchis, mais qu'est-ce que c'est? Et puis en fait, le truc, c'est que c'est forcément toi le problème en soi. Parce que si quelqu'un d'autre a le même produit et qu'il arrive à le vendre, pourquoi toi, t'arrives pas, tu vois? Donc c'est vrai que ça te remet quand même beaucoup en question et tu doutes beaucoup de toi et je pense que tu peux perdre facilement confiance en toi. Mais voilà, faut garder la tête hors de l'eau et en fait, faut continuer. Mais c'est ça aussi, c'est que tu vois, quand tu viens d'un job, on va dire normal, tu fais ton job. Bon, des fois, tu fais des petites erreurs et puis voilà, tu es Mhm. corrigé. Des fois, tu fais les choses bien et puis tu es félicité. Mais on va dire, ça reste dans un spectre assez normal. Dans le business, j'ai vraiment l'impression que c'est tes idées et ta façon de processiser ton business, ta Mhm. façon de gérer ton business qui va faire de toi des jours où tu vas être un méga génie et tu es trop chaud Ouais. et des jours où tu es une sous-merde parce qu'en fait, tu as pris des mauvaises décisions et qu'en fait, toutes tes décisions, elles te reviennent dans la gueule. C'est clair. Et du coup, toi, par rapport à ça, je sais pas, on prend un exemple comme les créas, tu vois. Mhm. Parce que tu vois, je sais que tu as été très forte en créa. Tu as fait des créas qui ont explosé. Et des fois, bah, tu as fait des créas moins bien. Et en fait, comment est-ce que tu vis ce cycle de, bah, en fait, constamment d'être dans un truc où tu dois te remettre en question, tu Ouais. dois créer, etc. Bah, de toute façon, moi, je dis toujours, hein, l'entrepreneuriat, de toute façon, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est vraiment des vagues. Des fois, ça marche bien, des fois, ça marche moins bien. Ça dépend aussi de toi, ça dépend aussi de ton humeur, ça dépend de ta motivation, ça dépend de tout ce qui est en fait dans ta tête et comment tu vis actuellement. Donc, forcément, il y a des moments où tu seras trop motivé, tu vas faire des trucs de malade, des créas de fou. Et en fait, je pense que c'est dans ces périodes où j'étais dans un bon mood, où je me disais, allez, maintenant, je vais creuser, je vais essayer de trouver des nouvelles idées, machin. Et en fait, c'est dans ces moments-là où j'ai fait peut-être les meilleures créas. Puis après, quand t'es forcé, parce que tu dois faire des créas parce qu'il en manque, etc. Et en fait, c'est là où tu fais un peu les créas un peu nuls. Hmm. Mais c'est vrai que, bon, après, tout ce qui touche au créa, il y a quand même une part un peu de magie, on sait pas. Des fois, ça marche hyper bien, tu sais pas pourquoi, et des fois, ça marche pas du tout bien, alors qu'en fait, t'es persuadé que ce que t'as fait, c'est exceptionnel. Donc, il y a quand même encore ces petites touches de magie. Mais c'est vrai que quand t'es dans des moods un peu négatifs, en plus, moi, bah, je suis tombée enceinte l'été passé, hormones, une catastrophe. Et en fait, c'était hyper compliqué. Pour moi, c'était hyper compliqué. Et en fait, ça s'est totalement reflété dans les chiffres, où pendant la période où j'étais pas bien, etc., bah, en fait, le business, Hmm. ça commence gentiment à baisser, quoi. C'est clair, c'est clair. Et puis ça, c'est intéressant aussi que tu puisses partager s'il y a des femmes qui nous regardent, parce que c'est Mhm. vrai que bah, là, maintenant, on attend un petit dans une semaine, là. Ouais. Donc là, on va dire, comment est-ce que tu as vécu cette grossesse,
tout en ayant un business à côté. Parce que c'est vrai que on a l'habitude, en fait, quand tu es enceinte, simplement, Ouais. tu as des congés maladie. Enfin, en termes de société, tout le monde dit qu'il faut rester très tranquille, très calme, que tu n'as pas l'énergie. Il y a des changements hormonaux incroyables qui se passent dans ton Mhm. corps. Et comment toi, en fait, tu as vécu tout ça et comment tu as fait? Parce que tu dis que ça a été compliqué, mais bon, on a quand même fait des. Enfin, tu as quand même fait des très, très bons chiffres. Comment est-ce que tu as fait pour garder le cap quand même par rapport à tout ça, en fait, Mhm. toute cette situation qui t'arrive? Bah, au début, c'est vrai que c'était compliqué, surtout les 3 premiers mois. Hyper compliqué. Après, je faisais ce que je pouvais faire. Voilà, de nouveau, comme j'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, voilà, il y a des moments où tes chiffres, ils vont peut-être un petit peu baisser, mais c'est pour mieux rebondir et ensuite, tu repars sur des bonnes bases. Donc, c'est un petit peu comme ça que je me suis imaginé le truc. Je me suis dit, bon, voilà, tout le monde me dit que les 3 premiers mois, c'est un peu compliqué. Donc, les 3 premiers mois, voilà, c'était un peu en pause. Après, il y avait quand même un système qui tournait de création. Donc, c'est pas non plus comme si c'était au point mort. Mais Ce que tu veux c'était. dire par là, c'est qu'il n'y a pas tout qui reposait sur toi. Il y a Il y pas. avait quand même des équipes que tu Voilà, manageais, etc. Ouais. voilà. Il y avait quand même une équipe qui était mise en place. Il y avait des monteurs. Après, voilà, il fallait trouver les idées, etc. Mais il y avait quand même une équipe en place qui faisait qu'en fait, ça s'arrêtait pas du jour au lendemain. Donc voilà, les 3 premiers mois un petit peu compliqués. Et puis après, ça allait mieux. Et ensuite, j'ai repris gentiment. Et puis après, finalement, c'est les 3 mois qui ont suivi où les chiffres ont été exceptionnels. Et puis maintenant qu'on arrive vers la fin, je vois aussi que je commence à être fatiguée et en fait, les chiffres rebaissent aussi. Et que c'est comme ça, voilà, c'est un peu un cycle, mais je pense que c'est quand même possible de le faire. Et en fait, tu as cette motivation j'ai quand même une forme de motivation quand même intérieure qui me dit ouais, mais en fait, toi, tu peux pas avoir de congé maternité. Mhm. Donc en fait, c'est maintenant que tu dois t'arracher. Et puis après, quand ton bébé il sera là, tu relâcheras un peu la pédale. Donc voilà, les chiffres vont un peu baisser. Et après, tu reprendras et ainsi de suite. Et moi, je pense juste qu'il faut pas non plus se dire que c'est tout le temps impératif d'être dans le vert. Dès que si t'es dans le rouge, c'est une catastrophe, j'arrête tout. Non, c'est juste que des fois, ça arrive. Ça fait partie aussi de la vie, ça fait partie du cycle. Si tu veux, enfin, tu auras forcément d'autres choses qui vont t'arriver dans la vie, que ce soit des choses positives, hein, comme avoir un enfant, mais tu peux aussi, je sais pas, avoir des maladies, avoir quelque chose de plus négatif, quelqu'un de ta famille qui a un souci, etc., ou toi-même. Hein. Mais que voilà, faut rebondir, il faut pas lâcher. C'est clair. Et puis, c'est vrai qu'au début, toi, tu faisais tout toute seule. Mhm. Et là, ensuite de ça, tu nous as parlé que quand même, tu as mis certaines équipes en Ouais. place pour pouvoir aussi te soulager. Comment tu as passé de faire tout toute seule à tout d'un coup engager des gens? Et puis aussi, ça t'a fait quoi en fait de devoir manager des gens, faire des entretiens, Mhm. engager les bonnes personnes, les mettre aux bons endroits? Si tu peux nous partager en fait cette expérience, parce que au-delà du fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, tout d'un coup, on prend un nouveau rôle qui est de Mhm. devoir guider les autres, leur expliquer ce qu'on veut, etc. Comment tu t'es Ouais, et positionné par rapport à ça? ça fait bizarre au début d'avoir des employés. Ouais. Mais Bizarre pourquoi en fait? Donc toi, tu avais quand même fait un master en management, si je ouais. me trompe pas. Et du coup, c'est-à-dire que le management, c'est quand même quelque chose que tu avais appris en tout cas en théorie. Et puis là, en fait, tu as vu la Ouais, pratique. ouais, c'est hyper différent. Mais voilà, en fait, quand tu commences à faire des chiffres, etc., tu gagnes de plus en plus, tu peux déléguer de plus en plus. Tu sais aussi, comme je déteste déléguer, j'ai toujours l'impression que je fais mieux que ce que la personne va faire. Et puis ça aussi, ça faut complètement changer, quoi. Faut pas hésiter à déléguer dès que tu peux. Donc, tu commences à déléguer d'abord les tâches que tu aimes le moins faire, qui te prennent le plus de temps et qui te rapportent le moins d'argent, on va dire. Et au fur et à mesure, tu délègues, tu trouves des monteurs, tu trouves un créatif stratégiste, etc. Et puis en fait, pour que le business tourne et que toi, tu puisses vraiment prendre de la hauteur et prendre en fait les bonnes décisions, la bonne direction pour l'entreprise. Ok. Donc voilà, ça s'est fait progressivement, petit à petit. Après, c'est vrai qu'en 1 année et demie, je trouve que les choses se sont faites quand même assez rapidement. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et puis après, quand tu passes du rôle de chef vraiment, où tu dois manager des équipes, etc., c'est vraiment spécial. Donc oui, comme tu dis, j'avais fait mes études en management. Donc après, il faut mettre ça en pratique. Mais il y a tellement de formes de management différents. Et puis en fait, c'est propre à chacun aussi de manager son équipe comme il l'entend. Et c'est aussi la clé de si ça va tourner ou pas, en fait, quand t'es pas dans l'opérationnel. C'est ça, exactement. Et au niveau d'entreprendre en couple, Ouais. toi, comment tu as vécu en fait le fait
qu'on soit en couple tous les deux, Ouais. qu'en même temps, bah, évidemment, tu as ton business, mais en même temps, moi aussi, je suis quand même impliqué dedans, Ouais. qu'on fasse des séances, enfin, qu'on ait cette relation qui change un petit peu parce qu'on passe de couple, on va dire, un peu où chacun a sa vie, Ouais. chacun a son travail, et puis on se retrouve pour les moments intimes, pour les moments de couple. Et tout d'un coup, bah, en fait, notre vie est mélangée au niveau du travail. Bah, on a tous des personnalités aussi différentes au travail et hors travail Mmh. parce que ça vient toucher d'autres parties de notre personnalité. Et comment tu as vécu ça, en fait, le fait d'entreprendre en couple simplement? Ouais. Bah, c'est vrai que moi, ça m'a pas posé problème au début. Je pense que, bah, quand tu commences, bah, toi, tu avais tellement d'expérience, moi, j'en avais pas du tout. Donc juste, ben, j'accepte que j'ai pas d'expérience et que c'est toi qui dois m'apprendre. Donc si tu es dans cette optique-là, qu'il y en a un ou dans ton couple, il y en a un qui sait mieux que l'autre, tu dois apprendre de la personne. Chacun après apporte, un peu sa pierre à l'édifice, mais moi j'avais aucun souci en fait avec le fait que toi tu aies énormément d'expérience et que tu m'apprennes comment faire les choses. Il y a eu bien sûr quelques petites embrouilles, c'est logique, hein, quelques petites embrouilles. Moi je voulais faire différemment, mais en fait pourquoi on fait comme ça? Nanana et toi Mmh. tu avais d'autres avis. Mais après, bah, on évolue et puis il faut garder ça dans le contexte professionnel Mmh. et se dire que ça affecte pas ta vie, privée, en fait, enfin ton couple. C'est ça. Donc moi, personnellement, ça m'a pas du tout posé problème. Au contraire, moi, j'aime trop travailler avec toi. C'est hyper cool. Après, on fait chacun notre truc aussi, ben, c'est ça qui est bien. Mais c'est vrai que si tu te lances, je pense, sur la même marque, les 2 personnes dans le couple, faut vraiment aussi après, savoir départager qui fait quoi pour pas qu'en fait l'un aille sur les plates-bandes de l'autre et inversement. C'est ça exactement. Mais ça nous a rapprochés énormément, moi je trouve. C'est ça. Enfin, c'est quelque chose c'est notre, 2e bébé Mmh. et c'est notre entreprise et en fait, c'est génial. Enfin, Mmh. moi je trouve ça hyper cool de travailler avec toi et je trouve travailler en couple, ça aide parce que personne te connaît mieux que je te connais, quoi. C'est Et clair. inversement. Et puis aussi, enfin, je trouve que 2 personnes qui regardent dans la même direction, eh ben, en fait, ça apporte une force. Parce que tu vois, c'est comme cet exemple qui dit, en fait, un cheval, il va pouvoir tirer un certain poids, Ouais, mais 2 chevaux, ils vont pas, en fait, tirer le double. Ils vont ouais, pouvoir tirer le triple ou le quadruple. Et 3 et 4, ça augmente de plus ouais. en plus. Mais c'est dans cette idée-là que, il y a vraiment, en fait, en termes d'énergie, un truc, une symbiose qui va se créer où quand on a des problèmes, bah, on est dans la merde Ouais. ensemble. Quand on a des réussites, on peut fêter ensemble. Et en fait, il y a une espèce de ce qu'on appelle un mastermind qui se crée. C'est en Ouais. fait quand tu as plusieurs cerveaux qui réfléchissent à la même chose, qui peuvent en fait se dépasser et qui peuvent en fait créer des trucs incroyables. Ouais. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup aussi qu'on bosse en couple parce que personnellement, pour moi, le travail, c'est tellement un aspect important dans ma vie, c'est que j'ai tellement envie de créer des choses que, en fait, j'ai besoin de le partager avec toi. Et en fait, le fait que tu sois dedans, ça te permet aussi de vraiment comprendre les rouages et en fait, de pouvoir vraiment mettre ton cerveau à disposition. Parce qu'en Mmh. fait, il y a énormément de gens qui ont des compétences, c'est-à-dire qui ont des skills précises d'analyse, de psychologie, de regard sur l'être humain. Et en fait, la seule barrière en fait qui les empêche de réussir, des fois, c'est simplement que la partie technique les bloque parce qu'ils ont des idéaux, ils pensent que c'est difficile, ils pensent que X, ils pensent que machin. Mais en fait, si on veut, ces skills-là, si elles peuvent être mises dans un business, d'une certaine façon, avec un autre cerveau qui a d'autres compétences, et ben en fait, ça peut créer une explosion incroyable. Et je pense que c'est là aussi qu'a été beau la rencontre entre nous, Ouais. c'est que on a deux cerveaux qui fonctionnent totalement différemment dans le sens où toi, tu vas être beaucoup plus axé sur les chiffres, axé sur le concret et sur on va dire, le terre à terre. Mmh. Et moi, je vais avoir un côté beaucoup plus un peu dans la lune, dans le sens où je vais être un peu visionnaire, Ouais, complètement. essayer, tu vois, essayer de voir très très loin, etc. Et toi, tu vas avoir ce côté où tu vas plus un peu calmer les Mmh. choses. Et je pense que c'est ça aussi qui fait une très très bonne association. Et pour moi, c'était très important que toi, en fait, tu apprennes toutes les parties. Parce qu'en fait, si je t'avais pris avec moi et que je t'avais dit, ouais, Toi, tu tu sais fais quoi, que cette tu fais que partie-là. les finances, Ouais, en fait, tu n'aurais jamais pu créer toute cette marque, tu n'aurais jamais pu apporter toute la valeur que tu ouais, amènes parce que, en fait, le cerveau, dès qu'il a compris les rouages d'un truc, il se met en action. Et en fait, le cerveau, il est créé pour régler des problèmes. Donc, ouais. c'est-à-dire qu'il commence à comprendre, il règle des problèmes. Ok, je vais faire un cas day. Ok, je vais faire 2 cas. Ok, 5 cas. Et ta façon de régler des problèmes n'est pas la même que la mienne, mais peut amener les mêmes résultats, voire plus. Ouais. Parce que on sait jamais, tu vois. Donc, pour moi, je trouve que c'est exceptionnel de pouvoir entreprendre en couple. Après, comme tu dis, je pense qu'il faut trouver
des limitations aussi et savoir aussi se faire des trucs où on parle pas de travail. Ou voilà, mais après, je sais pas, moi personnellement, je vois le couple où quelque chose où tu construis, tu vois, tu construis avec l'autre. Pour moi, t'es pas juste avec quelqu'un dans cette vie juste pour passer le temps. Tu es là aussi pour construire des choses et pouvoir construire à deux les mêmes trucs avec une synergie. Quoi de demander de mieux, Ah, c'est quoi. ça. Et comme tu dis, c'est vrai que entrepreneuriat ou pas, business ou pas, pour moi, un couple, s'il y a pas un objectif commun, tu peux pas aller, enfin, ton couple, il va pas forcément, aller, très, très loin, on va dire. Enfin, il faut un objectif commun et je pense que nous, on a trouvé notre objectif C'est commun ça. et Après, ce il y a qui des fait gens. qu'on est Après, il y a sur la des. même longueur d'onde, et que les choses se passent très bien. C'est ça. Mais aussi parce qu'on a de la chance, parce qu'on se complète aussi, parfaitement bien, quoi. Ok. Et du coup, je saute un peu du coq à l'âne comme ça, mais pour toi, en fait, c'est quoi les éléments importants qui ont fait que ta marque puisse faire autant de chiffre d'affaires? C'est hyper large comme question. Ouais, c'est super large, mais si tu peux partager un peu, parce que tu vois, il y a potentiellement des gens dans l'audience qui nous regardent, qui actuellement, bah, peut-être ont une boutique, ils font pas le chiffre d'affaires qu'ils ont envie de faire, et savoir, toi, en fait, ce qui fait, enfin, ce que tu penses qui fait que ça a eu autant Ouais. d'impact et que tu as pu faire, bah, quand même, plus de 2 millions en 1 an et demi. C'est vraiment, je suis même pas sûr qu'il y a beaucoup de femmes sur le marché français, qu'on voit par exemple sur les réseaux, et cetera, qui ont fait autant, de chiffre Mmh. d'affaires que toi, tu vois? Je Donc c'est quand même grandiose. je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait. Je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait et je pense il faut croire, en fait, aussi en ce que tu fais Mmh. et je pense que c'est vraiment là la clé. Après, tout ce qui est compétences, de toute façon, tu peux les acquérir au fur et à mesure, mais je pense vraiment le cœur, c'est vraiment d'aimer, ce que tu fais et de vouloir vendre, en fait, ce que tu fais et d'y croire. OK. Je pense que c'est vraiment ça l'élément principal et puis après, ben, il y a cet élément principal, puis après tout autour, ben, il y a énormément de choses comme, ben, faut avoir, par exemple, des skills, il faut avoir des nouvelles idées, il faut être intéressé à ce qui se passe aussi autour de toi. C'est pas parce que là, tu as fait ta marque qu'en fait, après, il faut plus commencer à regarder ce que les concurrents font. Enfin, il faut toujours avoir cette ouverture d'esprit, avoir cette envie aussi de faire grandir, ton business et je pense que c'est vraiment ça les éléments principaux. Si je dois faire un gros résumé, hein. Ouais, OK. C'est vrai qu'avant, on a parlé, surtout dans l'intro, j'ai dit que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des hommes qui font du Mmh mh. business, Mmh. on les voit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et cetera, et en fait, il y a certaines femmes qui se développent, gentiment, mais il y a beaucoup moins. Ouais. Et toi, étant une femme qui a ton business maintenant, etc., qu'est-ce qui fait que certaines femmes bah, simplement se lancent moins? Est-ce que tu penses qu'il y a moins d'envie de créer son propre projet? Il y a plus de peur? Ça m'intéresserait d'avoir ton avis, vu que Mmh. tu es une femme qui a fait plus de 2 millions sur sa marque. Donc, tu as dû évidemment casser certaines barrières pour en arriver là, en fait. Ouais. Je pense que déjà les hommes, ils ont une confiance surdimensionnée, par rapport aux femmes. J'avais vu un article l'autre jour. C'était on demandait en fait à des hommes, est-ce qu'ils sont capables de faire atterrir un avion? Mhm. S'il y a un état d'urgence. Ok. Et en fait, la majorité des hommes sont persuadés qu'ils sont capables de faire atterrir un avion, tu vois? Mais ils posent la question à une femme, on est beaucoup plus, pied à terre Ouais, et on sait, enfin, personne est en mesure de faire atterrir un avion. Tu ouais. aucune compétence pour le faire. Et je pense qu'en fait, les hommes, ils ont une confiance surdimensionnée qui fait ils ont plus de facilité à le faire. En fait, ils ont moins cette barrière. Et les femmes, en fait, elles se mettent des barrières. Et c'est ça qui fait il y a peut-être moins de femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mm. Mais j'ai envie de dire aux femmes, allez-y, allez-y, parce qu'en fait, vous êtes meilleures que probablement 50%, 60% de certains hommes qui font du e-commerce. Et en fait, vous pouvez faire des chiffres qui dépassent, mais 100 fois ce que des hommes font. Toi, qui maintenant qui a réussi, qui voit, je pense aussi chez certaines femmes, peut-être autour de toi, des copines à toi qui veulent se lancer ou d'autres personnes sur les réseaux sociaux, peut-être qui t'écrivent aussi pour te demander des conseils. Euh, Toi, est-ce que il y a aussi un moment où tu aurais envie peut-être d'aider certaines femmes à se lancer, de partager aussi ton expérience, ton savoir pour en fait faire en sorte justement qu'il y ait un mouvement qui se crée aussi Mhm. pour pousser les choses en fait. Bah, clairement, moi, si je peux aider des femmes à se lancer en e-commerce, franchement, avec grand plaisir. S'il y a des gens qui veulent m'écrire pour me poser d'autres questions plus personnelles, il n'y a pas de souci.
D'autant plus que ça a été une année hyper compliquée pour moi. Il s'est passé tellement de choses, enfin la grossesse et tout ça, qui fait que ben voilà, j'ai un peu vu, en tant que femme, j'ai vraiment vu tous les états, enfin tous les toi-même, tu as vu aussi tous les états Mmh. dans lesquels je suis passée, mais j'ai pas lâché et en fait, il faut avoir vraiment la confiance. OK, parfait. Écoute, je pense qu'on a fait un magnifique, podcast. Il y a eu beaucoup de choses Ouais. intéressantes. Est-ce que tu aurais potentiellement, quelque chose que tu as envie de rajouter, peut-être un petit mot de la fin, quelque chose que tu aimerais dire peut-être, aux gens ou témoigner ou peut-être une expérience que tu as vécue par rapport au business ou un déclic que tu as eu, quelque chose qui pourrait aider en fait les gens à potentiellement se lancer ou ouais, s'ils sont actuellement dans une vie ou une réalité qui leur plaise pas forcément de pouvoir simplement changer et cetera? Moi, j'encourage tous les gens qui ont envie de se lancer, dans l'entrepreneuriat à le faire. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur, faut arrêter de se cacher derrière des choses qui n'existent pas. Sa vie, si tu veux la changer, c'est maintenant qu'il faut la changer et je m'adresse surtout, aux femmes et la confiance de ces hommes qui pensent pouvoir faire atterrir un avion et que si vous avez des questions, par rapport au e-commerce, par rapport à l'entrepreneuriat, en tant que femme, l'entrepreneuriat de manière générale, posez vos questions, dans les commentaires et sinon vous pouvez évidemment, venir sur nos réseaux sociaux, Vince Gabor et Armella NS sur Instagram et puis voilà, je te remercie en tout cas pour ce podcast qui était très intéressant, Merci à toi. il y a eu beaucoup de choses différentes dont on a Ouais. abordé, mais super intéressant et puis, j'ai hâte du prochain. C'est ça. Yes, avec plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.